Bonjour, comme je vous l'avais promis, c'est une visite d'Hercla et Bernard Potier, qui est le propriétaire, nous propose de faire la visite de son domaine. Bonjour Bernard. Bonjour Christine. Voilà, on est donc devant le Planit, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait, d'Hercla. Voilà, il a maintenant une petite avenue de chênes qu'on a plantée il y a quelques années. Mais avant, il y avait deux gros chênes devant qui ont été plantés aux alentours de la Révolution et dont un d'eux a disparu aux tempêtes récentes. Voilà, et puis donc nous avons de chaque côté les bâtiments qui servaient à faire le cidre. Donc le pressoir et la grange cellière qui sont aujourd'hui transformés en habitation. Donc on va se rapprocher du manoir qui date avant 1550, hein, certainement même bien avant, sans doute, mais dont les plus vieux écrits remontent à cette époque-là. On retrouve la propriété dans les premières pages du journal de Gilles de Gouberville, où Gilles vient rendre visite à son ami, le lieutenant Lefebvre, Jean Lefebvre, qui habitait là, dans cette maison. Et ce Jean Lefebvre, il avait une fille qui s'appelait Tassine. Et Tassine, elle a épousé Robert Thomas, seigneur de Coursier de Hercla, d'où le nom de Hercla, qui en normand se prononçait Herkia, avec le H aspiré des Nordiques. On sait ce que ça veut dire, Hercla, c'est du... Non, c'est pas exactement, c'est une seigneurie ancienne, mais et donc, Gilles de Gouberville d'ailleurs dit qu'il vient à ce mariage dans son journal. Voilà. Donc Robert Thomas, c'était déjà une seigneurie assez importante. Il a fait construire un autre manoir. Et alors vous voyez là cette voûte d'entrée classique dans le Val-de-Serre avec la porte cochère à la porte piétonne. On retrouve dans beaucoup de manoirs de la région. Il y en avait une même là-bas à l'autre, au deuxième manoir. D'accord. Ouais. Voilà. Donc deux manoirs, deux entrées. Dans la façade voilà. Et on avait deux cours carrées quasiment identiques. D'accord. Bon, l'autre il y a eu beaucoup plus de choses de détruites, mais il y a encore une très belle demeure seigneuriale, certainement même la plus belle, avec la demeure à l'étage comme on le faisait au XVIe. Mais revenons-en à la généalogie de ce manoir. Donc Tassine et Robert, le seigneur d'Hercla, ont eu deux enfants, Olivier et Jacques. Donc Olivier a hérité de cette partie, plus le fief de Courcy qui est à Anglesqueville, qui était à ce moment-là dans la commune de Lettres. C'était une des composantes de la commune de Lettres. Anglesqueville à cause des Anglais. Et donc l'autre partie a été héritée par Jacques, donc cette partie-là, et donc avec la seigneurie de Hercla. Alors c'est à ce moment-là que ça s'est appelé Hercla. D'accord. Voilà. Mais enfin tout l'ensemble s'appelait Hercla. Et puis il y a eu en 1600 une division de la propriété, bien sûr, avec les frères. Et donc Olivier, lui, n'a pas eu de fils, donc il avait des filles. Il avait une fille qui s'appelait Madeleine et qui a épousé un Robert Hurel, seigneur du Houguet. Donc ce manoir s'est appelé pendant longtemps, même jusqu'à, je dirais toujours, le manoir du Houguet. Sauf qu'on en reparlera plus tard. Et donc, le manoir du Houguet est à Hercla. Voilà. Après le manoir du Houguet, il faut savoir qu'il a été après désaffecté. Enfin, on en parlera plus tard. Mais donc il y a eu cette division à ce moment-là. Et par contre, Jacques, lui, il a eu un fils qui s'appelait Christophe Thomas. Et ce Christophe Thomas, il a été nommé par le roi capitaine garde-côte du Val-de-Serre. Donc c'était quand même un titre assez important, honorifique. Et donc on va rentrer dans la cour, ce qui va permettre de voir. Donc c'est vrai qu'on retrouve la même entrée qu'à Maupertuis. Ah oui. Parce que Madame Auclin nous avait on a je ne sais combien d'entrées comme ça dans le Val-de-Serre. Hein. Ça serait intéressant de les compter. Et encore, on en oublierait forcément. Et donc là, on arrive dans une cour fermée, hein, avec les communs et l'habitation en face. Donc là, c'était les écuries, une grange. Là, c'était encore une grange. Et puis, bien sûr, sur la droite, l'arrière du manoir du 16e, dont l'habitation est à l'étage. Alors que celle-ci est au rez-de-chaussée avec un étage au-dessus.
Donc, on revient à notre généalogie. Christophe Thomas, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un manoir qui était quand même très ancien, avec des petites fenêtres qui étaient sûrement très sombres, peut-être déjà en pas trop bon état. Il a restauré, il a fait une grande tour carrée, voilà, avec un pigeonnier au-dessus, avec de grandes fenêtres. On cherchait déjà un peu plus de lumière, on était au XVIIe siècle. Et oui, on voit dans la façade percer des fenêtres comme ça. Ouais. On retrouvera la différence quand on va derrière. Ouais. On voit mieux on voit aussi les différents percements. Mais pour continuer sur la généalogie, donc il y a deux familles. Hein. Donc de ce côté-là, la fille de Robert Hurel et Madeleine Thomas, elle épouse un D'Ursus. Ah, c'est une famille aussi très connue dans le Cotentin, qui a habité à la Cour de Lettres notamment. Un D'Ursus, ce sont des gens qui sont venus du Pays Basque. Ils ont été anoblis par François Ier, etc. C'est une autre histoire, dans un autre contexte. Et par contre, de ce côté-ci, Christophe Thomas, il s'est marié très tard, et il n'a pas su avoir de fils. Il a eu une seule fille, qui s'appelait Marie Bonaventure, et par contre, elle a fait un grand mariage, puisqu'elle a épousé François de Baudras, qui était bailli de Bricbec. Ouais, et qui résidait aussi, il était seigneur de la Prunerie et résidait au château de Sotteville. Voilà. Ouais. Donc cette famille qui était très riche, ensuite a racheté au neveu ici l'autre partie. Donc il y a eu une réunification. Mais voilà, on avançait dans le temps, on arrivait dans les années 1700. Et là, les seigneurs, ils ont plus, c'était un peu la disparition des grands seigneurs ruraux qui vivaient sur leur domaine. Ils sont partis habiter soit dans des châteaux, soit en ville, dans des hôtels particuliers. Et on a commencé à louer à des fermiers. Et en 1700, le domaine, il a été loué, et j'ai un bail là de cette époque. Et par contre, donc toutes les terres sont louées, cette partie, comme avec l'habitation. Par contre, le manoir là et le jardin qui était en face sont restés comme à la disposition du seigneur pour venir chasser ou passer un petit week-end. Et en fait, cette tradition a dû se perpétuer jusqu'à la Révolution. Mais après, on n'a plus de traces, et apparemment, cette partie-là est devenue inhabitée, et puis s'est dégradée au fil du temps. Elle était presque en ruine quand on l'a rachetée. D'accord. Donc on y reviendra tout à l'heure. Par contre, pendant ce temps-là, même si on a donc la famille Pontus qui était... Alors après, à partir de 1760, on a la famille Pontus qui est arrivée là. Elle est restée là pendant plus de 2 siècles, jusqu'en 1956. Alors, elle a donné, cette famille, d'abord déjà dès la première génération, enfin la deuxième, parce que c'est le fils des fermiers, un prêtre, un jeune vicaire qui s'est fait tuer en 1792 comme martyr de la Révolution, prêtre réfractaire. Et voilà. Et c'était une famille qui était très religieuse. Il avait 2 oncles qui étaient curés dans le Val-de-Serre, qui eux ont eu la chance de pouvoir s'exiler en Angleterre. Et la famille Pontus a continué à habiter là, et elle a donné 4 maires de Néville pendant les 200 ans qu'ils ont été là. Et voilà. Ils sont toujours ici. Il y a encore des descendants, il y a encore un descendant qui habite Néville. Ouais. Mais ils habitent plus à là, puisque forcément. Alors, mais donc on revient. Par contre, pendant ce temps-là, il y avait quand même des propriétaires, et donc en fait, on a donc vers 1700. Donc en 1720, c'est le fils de François de Baudras et de Marie Bonaventure qui hérite, qui s'appelle Guillaume de Baudras, qui habite toujours au château de Sotteville.
il est seigneur de la Prainerie. En 1726, c'est Robert-François de Baudras, son fils, hein, toujours au château de Sotteville. Et ensuite, en 1747, c'est Pierre-François de Baudras qui lui est né à Valogne, dans un hôtel particulier qu'ils avaient là-bas. Et en 1822, ses héritages, c'est Pierre-François de Baudras. On croyait, comme on garde souvent les mêmes prénoms hein, dans les grandes familles. Et il est domicilié à Sotteville. Il est officier des armées royales et député aux États généraux. Donc c'est un homme politique assez influent qu'on retrouve facilement dans l'histoire. Et à partir de là, on va changer de nom, même si c'est une fille de Baudras qui va hériter, mais elle est mariée à Florent de Vauquelin, qui lui habite au château d'Anneville-en-Serre. Et là, on rejoint une autre grande famille du Val-de-Serre, hein, je crois que vous la connaissez bien. Voilà. Et puis ensuite, on change encore de nom, mais c'est de l'héritage, avec Edmond Labbé de Dainval, mais qui lui est domicilié dans le Calvados. Alors, on voit les propriétaires s'éloignent un peu. Donc la résidence là, elle devient à l'abandon. Et puis ensuite, en 1896, c'est Henri-Jean Raymond Labbé de Dainval. Hein. Mais alors là, ils habitent dans Lyon maintenant. On s'éloigne beaucoup à Beaune. Hein. C'est aussi un beau cru pour le vin, mais c'est loin d'ici. Et puis, enfin, après, c'est la fille de ce Labbé de Dainval. Elle épouse Henri-Jean Raymond comte Moustier de Canchy. Hein, qui est domicilié dans Lyon aussi, et voilà, et qui était l'époux d'une marquise Plessis d'Argentré. Donc vous voyez, on est des gens très riches, qui ont beaucoup de biens, et qui vont garder ces biens pendant très longtemps, jusqu'au départ de la famille Pontus, et ça va continuer à l'arrivée de mes parents en 1956 comme fermier à la place des Pontus. D'accord. Et puis en 1978, je ne sais ni pourquoi ni comment, ces gens qu'on n'avait d'ailleurs jamais rencontrés, parce qu'on payait le fermage par un régisseur de biens, ont décidé de vendre la propriété. Et c'est comme ça que, avec mon frère Clovis, on a acheté chacun la moitié de la propriété. D'accord. Elle s'est rentrée dans la famille. Et puis ensuite, c'est mon fils Yann Potier, qui a restauré cette partie-là du manoir, mais en repartant de zéro, qui a racheté la part de mon frère. D'accord. Est-ce que c'était, parce que je sais que vous éleviez des chevaux ici, oui. Est-ce que c'était une tradition dans le temps, tu sais pas à Ercla, pas forcément, mais dans la famille Potier, oui. D'accord. Ouais, dans la famille Potier, au moins jusqu'à la 3e génération, il y a beaucoup de passionnés de chevaux, y compris dans la descendance, toutes branches confondues. Ouais. Très bien. Puis ça a l'air de continuer. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Oui, alors on peut aller voir derrière. Alors donc l'architecture, hein, vous voyez, plusieurs époques. Alors je dirais 16e, mais même avant, je dirais plutôt 15e, mais remodifié 17e. Et là 16e, un pur manoir du 16e avec les fenêtres à meneaux. Alors de l'autre côté, il y a un bel escalier qui monte au premier. Et puis le reste d'une tour ronde. Alors là, on sait même pas qu'on imagine, il y avait une tour ronde. Hein. On le retrouve parce que l'aile gauche et l'aile droite sont pas au même niveau, donc escalier en colimaçon. Et moi qui ai fait les joies de cette tour, dans le coin, on voit par endroits dans le mur, l'amorce de la tour qui est dans la maçonnerie. Ouais. Donc la tour carrée a remplacé la tour ronde. Et après, donc on voit aussi un cadran solaire. Alors, lui, il a une histoire, aussi une petite histoire, je ne sais pas si je vous la raconte. Bah si, il n'y a pas de souci. Alors, il est là seulement depuis 6 mois. Et pourquoi il est là? Mais il appartient au manoir. Pourquoi il est là? Parce que une dame qui a lu mes livres Terre de Seigneur, en fait, a vu que je m'intéressais beaucoup à l'histoire du lieu, et m'a ramené ce petit cadeau, en disant qu'il appartenait au manoir, parce que cette dame qui a plus de 80 ans aujourd'hui est venue ici en vacances chez ses cousines les Pontus, où elle a dormi pendant les grandes vacances, et son père était prof d'histoire, et il avait trouvé dans cette pièce qui était en terre battue à l'époque, à moitié enfouie, ce cadran solaire qui intéressait personne, sauf lui qui était prof d'histoire. Il faut voir qu'il est en chiffre gothique, ce qui indique une origine très ancienne. Alors où il était, j'en sais rien, peut-être sur la tour ronde justement, on peut l'imaginer. Enfin, on l'a replace. Mais en fait, c'est comme ça qu'il a retrouvé sa place. Quand même formidable. Après avoir été, quand la dame elle m'a dit, après que son père les restaurait, des années dans un grenier. Et quand elle a lu mon livre, elle m'a dit,
bah c'est là-bas qu'il a affaire, et elle est venue me le ramener. Donc c'est sympathique. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est des petites histoires. Alors, dans les histoires aussi du passé, dans cette partie-là, justement, pendant la Révolution, cette partie donc qui appartenait aux seigneurs n'était pas habitée, mais elle était quand même, à cette époque-là, elle est encore entretenue par les fermiers. Et quand les révolutionnaires sont venus pour détruire les blasons, parce qu'il y avait des blasons sur les cheminées, etc., bah la fermière, elle a pas voulu les ouvrir, et il y avait des bureaux à cochons un peu partout dans la cour, parce que de l'autre côté, ça servait déjà de tour de fer. Et au pied d'escalier, il y avait ce qu'on appelle des bureaux à cochons, hein, des petits enclos pour les... Et il y avait une truie qui venait de mettre bas, et souvent, quand elles ont un instinct maternel assez fort, elles sont méchantes. Et en fait, la fermière, elle a lâché la truie, et elle a mis les révolutionnaires en fuite. Voilà. Alors ça, c'est une histoire qui se propage de génération en génération. Et alors les révolutionnaires, c'est un petit groupe qui venait de Gatteville. D'accord. Ouais. Voilà. Et ils ont détruit tous les blasons, ils ont... Bah non, du coup, ils n'ont pas détruit, ils ont été mis en fuite. C'est pour ça qu'ils sont restés sur les cheminées. Bah super. Et c'est le blason, du coup, de quelle famille? Alors, des Thomas. D'accord. Ouais. Et donc voilà. Et puis, on va pouvoir passer derrière pour voir l'architecture. Donc là, on a notre petit jardin. Alors, faut savoir que sur les vieilles cartes, on a retrouvé que il y avait 2 jardins à la française. C'est-à-dire que là, un ici, derrière, là, qui faisait l'ensemble là, des 3 jardins, y compris du verger qui est derrière. Et un avait pour le manoir du Houguet aussi. Ce qui montre le niveau quand même assez, le statut social élevé des Et moi, ici, j'ai connu encore les pitués en buis quand j'étais gamin. Ouais. D'accord. Alors là, c'est vrai qu'on voit bien les Alors là, on voit bien les 2 époques, hein, il y a les petites fenêtres à meneaux, qui étaient pas grandes, et puis les fenêtres quater percées, rectangulaires, les angles droits. En même temps. Alors il reste une cloche là sur la cheminée qu'on fait sonner de temps en temps, qui servait à appeler le personnel à manger. D'accord. Ouais, on la voit mieux quand on se met en profil comme ça. Ah bah oui. Ça fait un peu monastère comme. Ah oui, c'est pas courant. Enfin, c'est la première fois que je vois une cloche comme ça pour appeler dans la région, j'ai jamais vu encore. Et c'est récent, non? Non, moi j'ai toujours connu. Oui. D'accord. Ah oui, non, elle est datée des Pontus, mais moi je sais aussi que les Pontus s'en servaient justement pour appeler leurs domestiques. D'accord. Dans les années, au début des années 1900 et après quoi. Mais jusqu'à là. Oui, donc elle doit bien carillonner pour l'entendre de loin. Ah oui, on l'entend sur environ sur plutôt aux 4 coins de la ferme, qui fait 42 hectares et tout en rond autour des bâtiments, hein, un seul tenant. Et donc une petite partie sur Gouberville quand on passe le ruisseau qui est là. Donc il faut savoir qu'on est quand même il n'y a pas du tout de voisinage, hein, c'est isolé. Ouais. C'est un endroit très calme. Et c'est un endroit d'ailleurs tellement calme et tellement perdu. Faut s'imaginer aussi que au 19e siècle, on avait dans le Val-de-Serre des grandes haies d'ormes, hein, qui ont disparu avec la graphiose et l'agriculture maraîchère. Mais c'était très bocager
et les parcelles étaient assez petites, et finalement, on voyait pas, hein, fallait venir, ce que je dis, moi, ici, la route ici était pas goudronnée, hein. C'est ce que j'appelle, c'était un carrefour de cache, comme on dit, une cache qui repartait sur Neville, l'autre sur Gouberville, et donc les Allemands qui, lors de la guerre de 39-45, qui en général s'installaient dans les grandes propriétés, hein, ils aimaient bien, ils sont venus là, et puis donc ils ont vu le patriarche Jean-Baptiste Pontus, qui est devenu après maire de Neville d'ailleurs, mais qui était l'aîné de la famille, et un monsieur qui avait une certaine prestance, et ils lui ont demandé où se trouvaient les commodités ici, le mot allemand pour commodité avec un. Alors il y avait, moi je les ai connus, il y avait dans le jardin une petite cabane avec un toilette à 2 places, c'est curieux aussi, et il leur a pas parlé de ça, il leur a dit, nous, ben, on va à l'ombre au pied des arbres dans les caches et tout. Donc, ils se sont dit, puis comme c'était de la terre battue, c'est très dans son jus, les Allemands, ils se sont dit, on va pas habiter là, et en fait, ils ont pas occupé Ercla. Formidable. Donc, c'est des petites histoires qui se transmettent comme ça oralement. Donc, quoi, ils voulaient un peu de confort quand même. Oui. Ils cherchaient un peu de confort. Ouais. Oui. Les Allemands, d'ailleurs, étaient plus en avance que les Français au niveau hygiène et confort. Oui. Ouais. Bah, écoute, c'est un bon bâtiment. Est-ce que tu as d'autres choses à nous faire partager? Je sais pas. On peut ressortir un peu, voir. Ah oui, on peut aussi. Bah si, donc il y a le fait aussi que je peux vous montrer vite, puisque j'ai écrit beaucoup de choses sur l'histoire de ce manoir. Ah bah oui. Hein, en les romançant, mais en gardant toute l'ossature généalogique et. Pardon. Voilà les 4. Bah, c'est en fait, je crois que c'est un peu un envie de partager d'une part l'histoire de ce manoir et puis de la vie aussi des habitants du Val de Serre qui m'a poussé à écrire quand j'étais en retraite. Alors j'ai commencé par le début, la création des villages, mais aussi de ces domaines, hein, à l'époque. Bon, ça devait être, je pense que c'est à ce moment-là que Ercla a commencé à exister, pas sous sa forme actuelle, mais comme beaucoup de domaines et de villages, hein, à l'intégration après les invasions vikings, l'intégration de leur intégration dans le christianisme, voilà, ça a donné les premiers villages, et c'est ce que je raconte dans celui-là. Et puis là, c'est vraiment l'histoire du manoir de Ercla, à partir du moment où on trouve des écrits, c'est-à-dire Gilles de Gouberville, enfin vers 1550, avant 1550. Là, j'ai commencé à raconter toute l'histoire avec la généalogie réelle des gens de Ercla, en romançant un peu leur vie. Et puis le dernier, là c'est déjà les fermiers qui habitaient Ercla, la famille Pontus, et puis aussi le début de la commune après la Révolution, tout ça que je raconte, après les archives que j'ai retrouvées à la mairie de Neville, sur le registre des délibérations de l'an 1 à l'an 13 de la République, de la Première République. C'était une pépite ce document. Moi, je crois que Pierre-Yves l'a lu d'ailleurs. Oui, moi je l'ai vu aussi. J'ai numérisé. Mais il est à la mairie de Vic maintenant, on peut le trouver. Et tu as un tome qui devrait sortir pour la rentrée, je crois. Ah oui. Alors là, par contre, on ne parlera pas d'Ercla dans ce nouveau livre, mais il est plutôt axé sur la vie des paysans de la fin du 19e siècle au début du 20e, mais aussi avec comme support ma généalogie de mes ancêtres paysans. Alors c'est une idée qui m'est venue après les cours que j'ai pris avec toi. Écoute, super. Voilà. Donc pour tout notre collaboration a débouché sur cela. M'a donné cette idée. Voilà, Généal 50 t'a aidé dans ton travail. Écoute, c'est formidable. Je te remercie pour cette visite, de nous avoir accueillis chez toi. C'est normal. C'est bon. Voilà. Écoutez, moi, voilà, c'était notre vidéo sur Ercla. Nous en avons une prochaine le 11 juillet que nous allons tourner dans un autre domaine.
a une vue en serre. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Ah ben ça, vous retrouverez les on va chez M. Domingo. Oui.